Le grand format de l'actualité sur la télévision africaine. Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Bienvenue au journal à la une de cette édition. Semaine des martyrs lancée aujourd'hui au Cameroun avec manifestation à Yaoundé, Douala et même Boum-Yébel en la mémoire de Ruben Oumniobé assassiné un 13 septembre. L'Union des populations du Cameroun se mobilise avec l'annonce d'un congrès pour très bientôt, mais également l'annonce du rapatriement des restes d'Abel Kingé au cœur de cette célébration. Vous le verrez également du côté de Douala, on a parlé du nationalisme de Ruben Oumniobé, un nationalisme devenu panafricanisme. Nous serons au cœur de cette célébration des martyrs dans cette édition du 20h. Le Burundi est à la recherche de la paix alors que sur place au Bujumbura, on annonce l'enlèvement de quelques représentants de l'opposition. C'est du côté du Congo que le Burundi est en train de chercher les voies et moyens de sortie de crise. Michel Kafando était à Brazzaville à la rencontre d'Edith Sassou Nguesso pour solliciter l'expertise du président congolais. Il est l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies au Burundi. Et puis on ira à la découverte des visages du nouveau gouvernement du côté de la République centrafricaine, présenté en exclusivité hier soir sur Vision 4. Il est un peu plus grand, de 24 à 34 portefeuilles, un peu plus de femmes, 3 au total, l'une d'elles étant désormais détentrice du portefeuille de la défense. Mesdames, messieurs, voilà pour la vitrine du journal. À nouveau, bonsoir et bienvenue dans cette édition qui s'ouvre par la tristesse de cette famille. Cela fait 48 heures maintenant qu'ils n'ont pas revu le petit Borel, porté disparu depuis les pluies diluviennes de la nuit de lundi à mardi dernier, emporté par les eaux dans l'arrondissement de Yaoundé 5e. Les recherches jusque-là menées par les populations et par les sapeurs-pompiers n'ont rien donné. Quelques spécialistes en matière de recherche sont déjà présents à Yaoundé. Dans ce quartier, le quartier Mbala à Yaoundé 5, c'est un véritable drame que la famille vit depuis 48 heures maintenant. Edith Chaya. Derrière cette clôture, une famille meurtrie, inconsolable, anéantie. Depuis 2 jours, la famille Kéné attend le retour de Borel avec espoir, mais sans véritablement y croire. Le jour que l'enfant sortit, il ne devait plus revenir, j'ai attaché même avec la corde de Seigneur. Borel avait fini ses recherches de l'autre côté du quartier, mais coincé par la forte pluie de lundi soir. Sous ce pont de fortune, une énorme coulée d'eau a été fatale pour lui. On était là, on dialoguait avec l'enfant, wow, secoue, fais comme ça, il ne faut pas avoir peur, ne te noie pas. C'est là où, à un moment donné, on a lancé le bois. L'enfant voulait arrêter le bois, il est tombé dans l'eau directement. Il est parti jusqu'aujourd'hui, on ne le voit plus. 48 heures après le drame, aucune nouvelle, malgré les fouilles approximatives engagées par les jeunes du quartier pour retrouver leur ami. Borel avait 19 ans, élève dans un collège voisin du quartier. Il devait présenter son baccalauréat cette année. C'est la conséquence des pluies diluviennes et des inondations enregistrées dans la ville de Yaoundé il y a de cela quelques jours maintenant. Parlons de ces revendications qui viennent des peuples autochtones. La forêt n'appartient plus à ces peuples, la déforestation est très poussée et les droits sont pratiquement refusés à ces autochtones. Ils ont décidé de s'exprimer au cours d'une conférence de presse. C'était hier ici à Yaoundé. Ils présentent un tableau assez sombre marquant pauvreté et désolation. Gaël Ndiakam. Le constat est clair, les droits fonciers des peuples autochtones des forêts du Cameroun ne sont pas respectés au regard des diverses violations dont est victime cette communauté. Des activités agro-industrielles à l'exploitation minière, en passant par la création d'aires protégées sur leurs terres ancestrales et les concessions forestières, ces peuples voient en cela un futur sans terre, sans vie et même sans culture. Et pourtant, le Cameroun a des engagements au niveau international, notamment la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Si les communautés autochtones ont leurs terres intégralement à elles et que ces communautés peuvent jouir de toutes les ressources superposées sur ces terres, nos traditions, nos langues vont être conservées. Pour faire entendre leur voix et présenter leur doléance au gouvernement camerounais, l'association Okani, en collaboration avec la plateforme autochtone Babandi, ont donné une conférence de presse ce 12 septembre
en vue de rendre publique la déclaration sur leurs droits fonciers. Les peuples autochtones des forêts, à travers cette initiative, demandent à l'État du Cameroun que leurs terres ancestrales soient reconnues et sécurisées par des titres collectifs de propriété. De même que celles qui ont déjà été accaparées par des tiers leur soient rétrocédées afin d'y exercer un droit de propriété collective pour les générations présentes et futures. Nous sommes vraiment convaincus que le travail qui vient d'être abattu, nous serons entendus au sein de notre plateforme. Cette conférence survient un jour avant le 10e anniversaire de l'adoption de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones qui se célèbre chaque 13 septembre. Souvenez-vous, il y a de cela une dizaine de jours maintenant, était retrouvé mort un homme au quartier Nkolondom, ici à Yaoundé. Son corps était pratiquement décapité. Les populations courroucées s'étaient laissées aller à de nombreuses déclarations, allant même jusqu'à indexer une personnalité, le célèbre artiste peintre Oteo, dans leurs différents propos. Une dizaine de jours plus tard, les enquêtes se poursuivent et de plus en plus, lumière commence à être faite dans cette affaire au quartier Nkolondom. Mais dans le cadre des premiers éléments de cette enquête, la probité morale de l'artiste Oteo semble inattaquable. Nathan Amougou. Monsieur le journaliste, je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé. Nkolondom, ce mercredi 13 septembre 2017, il est 15 h. Les populations vaquent librement à leurs occupations. Le calme, la sérénité et la lucidité sont de retour. Suite à l'événement tragique qui s'est passé dans cette banlieue de Yaoundé, à savoir la mort du nommé Motogo Timothée, il y a une dizaine de jours, une mort qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, pointant nommément du doigt Oteo. Les autorités traditionnelles de cette localité ont tenu à clarifier les choses. En tant que chef de village, c'est lui qui m'orientait. Comment se placer, donc il n'y a pas tellement de problèmes ici au village. C'est un gars très gentil, il est très gentil et très sympa même, mais je ne sais pas. Parlant d'Ondigi, Onana Théodore, certains de ses camarades d'école nous dressent fièrement son portrait psychologique. Théo est très courtois vis-à-vis de moi. Même la jeune génération pense ici ce qu'elle dit de ces créateurs des œuvres de l'esprit. Moi, particulièrement, je n'ai jamais eu de soupçons. Parce que ça a été un monsieur qui a toujours eu à regrouper les gens, non seulement dans le cadre sportif, culturel. Les œuvres de l'esprit d'Ondiko Nana Théodore ne sont pas toujours à la portée du premier venu. Quand moi je travaillais au Mont-Fébé, il est venu livrer les tableaux qui servaient pour l'embellissement des chambres. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il faisait un tableau à 1 million de francs. Oteo, artiste pluridimensionnel, a fait montre de son ingéniosité au-delà de nos frontières. Avec 4 œuvres exposées permanemment au musée du Vatican, l'un des artistes africains qui a vendu ces 5 dernières années une œuvre d'art de moins de 1 mètre à plus de 10 millions. Il a dans son escarcelle une vingtaine de distinctions de par le monde. À force de travail et de recherche, il a réussi à s'approprier la technique de l'obom. Cette page triste de son histoire est désormais entre les mains des experts, car l'affaire de Motogo a été dessaisie des mains de la gendarmerie pour la DRPJ, où la police scientifique mène efficacement ses enquêtes. Retenons que dans cette affaire d'homicide, force sera la loi. Et comme vous le savez, nous sommes le 13 septembre, c'est une journée de souvenir. La mort de Ruben Oumniobe par assassinat. Plusieurs manifestations ont été enregistrées aujourd'hui et qui coïncident avec le lancement de la semaine des martyrs qui va s'achever le 20 septembre prochain. À Yaoundé, l'Union des populations du Cameroun s'est mobilisée. À Douala, on a également parlé Oumniobe en termes de chantre du nationalisme, lui qui aura mené tous les combats pour obtenir l'indépendance du Cameroun. C'est un engagement qui fera désormais école. La jeune génération voudrait d'ailleurs partager cette philosophie aujourd'hui à travers la doctrine un peu plus élargie de panafricanisme. Maria Ligui. 13 septembre 1958, 13 septembre 2017. 59 ans se sont écoulés depuis la disparition tragique de Ruben Oumniobe, le Mpondol, ou porte-parole du nationalisme camerounais. En 1957, on a le Mpondol Ruben Oumniobe qui a refusé de travailler sous la botte des colons. Parce qu'on lui a dit, voilà, accepte de devenir le chef de l'État camerounais. Sous 2 conditions.
tu dissous le nationalisme, tu défends les intérêts des colons. Et on fait de toi le grand roi Bassa. Si tu l'acceptes, tu es le président. C'est Thomas Mongo qui était le négociateur à cette époque-là. S'il avait été nombriliste, comme beaucoup le sont aujourd'hui, où il pense rien que moi, il serait roi aujourd'hui au Cameroun. Il a dit non, le Cameroun d'abord. Après Umnyobe, plusieurs mouvements nationalistes ont vu le jour au Cameroun, malgré la démotivation de la jeunesse dans les affaires politiques. Leur vision actuelle est de promouvoir l'unité et la solidarité au niveau continental à travers le panafricanisme. Hier, on parlait de nationalisme. Aujourd'hui, on parle davantage du panafricanisme. Je crois que si Umnyobe lui-même était encore en vie, il serait en train de... À aucun niveau, n'est-ce pas, tout ce qui a été fait par l'UPC il y a 60 ans. Nulle part. Et je crois que c'est l'obstacle majeur à mon avis parce que la construction des attitudes se fait aussi sur la base de l'histoire. Rappelons que chaque année, des activités de commémoration sont organisées à travers le pays. Un avenue porte le nom de Umnyobe à Douala et bientôt un monument y sera érigé en mémoire de son nom. Et du côté de Bomiébel, on vous le disait, une importante délégation de l'Union des populations du Cameroun s'y est rendue, conduite par l'honorable Bapo Lipot. On comptait également les non-membres de l'Union des populations du Cameroun avec un vice-président de l'Assemblée nationale pour pose de gerbes de fleurs et autres cérémonies. Nous y reviendrons et puis on apprend justement autour de cette semaine des martyrs et la sortie de l'Union des populations du Cameroun qu'un congrès pourrait se tenir du 22 au 24 septembre prochain. Il est présenté comme un autre congrès unitaire. Cela a été dit au cours d'une conférence de presse donnée aujourd'hui à Yaoundé. Une conférence qui a également marqué une révélation importante. Le corps ou les restes d'Abel Kingé pourraient revenir au Cameroun. Lui, on le sait, décédé du côté du Caire. Beaucoup d'autres belles annonces autour des martyrs. Norbert Boudé. Événement historique et traditionnel, la célébration des martyrs par l'Union des populations du Cameroun cette année revêt une signification tout à fait particulière, aussi bien pour cette famille politique que biologique de certains héros nationaux. Le cas Abel Kingé, mort en Égypte en 1964 et dont les restes seront rapatriés au Cameroun après une procédure qui aura duré 7 bonnes années, annonce déjà les couleurs d'une réconciliation avec l'histoire du Cameroun. Nous sommes fiers, nous sommes heureux que les autorités compétentes de l'État aient accepté le retour, le rapatriement de la dépouille d'Abel Kingé au Cameroun. Joseph Wambangakou, petit frère d'Abel Kingé et non moins initiateur avec l'UPC du courrier ayant conduit au rapatriement futur des restes du héros national, témoigne toute sa gratitude aux autorités camerounaises. Je profite de cette antenne, de ce micro, pour rendre un vibrant hommage à son excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État, pour son accord pour le rapatriement de la dépouille de notre frère. Malgré ses émotions fortes d'un retour à sa terre natale de celui-là qui aura marqué de son empreinte le parti nationaliste, l'on n'élude pas le devenir du parti. Devenir qui se conjugue avec la tenue prochaine du 7e congrès du parti avec un objectif bien ciblé. Je voudrais réaliser enfin un congrès exclusif. Comme vous le savez, au lendemain du congrès de 2014, il y a eu plusieurs secrétaires généraux, dont certains autoproclamés. Mais depuis, nous travaillons pour qu'au sortir du congrès de 2017, l'UPC ait une seule et même direction. La semaine des martyrs, lancée ce 13 septembre, court jusqu'au 20 prochain, avec plusieurs activités dans les différentes sections du parti historique. Parlons économie à présent avec une question. Où en est-on avec le projet PKE 2017? C'est une initiative de l'Agence des normes de la qualité qui permet de contrôler tous les produits avant importation. Ils doivent, ces produits, respecter les normes. Ceci permet de sécuriser le marché camerounais, mais également de lutter contre la concurrence déloyale qui cause des dégâts énormes dans les revenus des importateurs. Une évaluation s'est donc tenue aujourd'hui à Yaoundé entre experts camerounais et étrangers. Mathieu Wamba. Les spécialistes du ministère du Commerce, du ministère de l'Industrie et du Développement technologique
de la Nord se sont donné rendez-vous pour débattre sur le projet de marquage des produits importés et soumis aux législateurs camerounais. L'objectif du PKE est de procéder à l'évaluation de la conformité des produits dans les pays d'exportation, c'est-à-dire avant leur mise sur le marché local. Il s'agissait d'harmoniser les vues pour un meilleur suivi de la norme pour les produits au départ, mais aussi à l'arrivée où l'on note une concurrence déloyale faite aux productions locales. Une évaluation avant embarquement des produits à envoyer à l'export. Il faut donc un contrôle qui aboutirait à un marquage, tant le Cameroun et l'Afrique doivent toujours se soumettre au marché extérieur, ceux de l'Union européenne, des AGOA et même des États-Unis d'Amérique. Avec l'évasion de notre marché par des produits asiatiques, quelle est la démarche à suivre? Le Cameroun a opté que le PKE ne concernait que les produits pour lesquels les normes sont d'application obligatoire. Vous comprendrez aisément qu'il y a tout un pan de produits qui ne font pas l'objet du PKE et pour lequel nous courons le risque d'avoir les produits de mauvaise qualité qui se retrouvent dans notre pays. Même si des milliers d'attestations de conformité ont été attribuées, il reste à être vigilant pour protéger et préserver la norme camerounaise et la qualité. Réforme sur la qualité des pays d'importation pour s'arrimer aux normes locales. Une mesure de réciprocité qui vient assainir le marché camerounais en proie ces derniers temps à une invasion massive de produits de mauvaise qualité. Le Cameroun, avec le projet PKE, s'est appesanti sur les projets halieutiques qui font débat avec le lac Tilapia, ce phénomène qui fait débat sur le continent et partout dans le monde. Un poisson infesté venu de Chine et de Thaïlande et qui est interdit sur plusieurs marchés de la CEDEAO. Plusieurs autres produits ont été énumérés et étiquetés dont le riz, l'huile, les pâtes alimentaires, le lait, les produits alimentaires de base qui font débat sur les marchés locaux. Non loin de la propriété intellectuelle, non loin de là, on parle également de la propriété intellectuelle pour être un peu plus clair. C'était la 18e journée aujourd'hui consacrée justement aux technologies, à la propriété intellectuelle. Il s'agissait pour les initiatives aujourd'hui d'encourager les créateurs à protéger et à exploiter leurs œuvres. C'est en tout cas l'un des objectifs majeurs de cette mobilisation en ce 13 septembre. L'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, par exemple, subventionne à 80% l'obtention des brevets d'invention dès la première année. La célébration de cette journée a été marquée de ce côté par des conférences-débats autour du thème propriété intellectuelle et emploi des jeunes. Quelques jeunes créateurs, d'ailleurs, faisaient partie du panel. L'actualité internationale, c'est la formation de ce gouvernement du côté de la République centrafricaine. Vous l'avez découvert en exclusivité hier soir sur les antennes de votre chaîne de télévision. Faustin Archange Touadéra, le président centrafricain, a pensé un peu plus grand. Il est parti de 24 à 34 portefeuilles, une dizaine de plus. Un peu plus de femmes, même si on ne totalisera finalement que 3. L'une d'entre elles est ministre de la Défense. Sephora Anga pour le décryptage. De 23 membres depuis avril 2016, l'équipe compte désormais 34 ministres avec le nouveau département. Simplice Mathieu Sarandi garde son fauteuil du chef du gouvernement. Marie-Noël Koyara reprend le commandement du ministère de la Défense nationale, poste qu'elle avait déjà occupé pendant la transition politique. Charles Armen Douban est maintenu aux affaires étrangères, mais est secondé d'un délégué chargé de la francophonie du protocole d'État. La sécurité publique est désormais occupée par le général de brigade Henri Wanzé Lingasara et Jean-Serge Bokassa devrait se contenter de l'administration du territoire. Gautron Diono Abba, ministre sous le régime Bozizé puis sous le régime Seleka, occupe le poste du développement de l'énergie et des ressources hydrauliques. Le ministère de l'Environnement et des Eaux et Forêts est scindé en deux. L'environnement et du développement durable est occupé par Thierry Kamache, tandis que les Eaux et Forêts par Lambert Moukavé Lissane. Malgré la loi sur la parité adoptée l'an dernier, 5 femmes seulement sont nommées contre 3 dans l'ancien gouvernement. Le gouvernement formé hier regroupe des alliés du président Faustin Archange Touadéra, notamment les groupes armés, partis politiques et sociétés civiles.
Faustin Archange Touadéra avait annoncé ce gouvernement comme étant un gouvernement d'action et qui arrive dans un contexte marqué par le retour de la paix et la sécurité, mais également un gouvernement de défi face aux difficultés économiques. En RCA, on évalue en fait le chronogramme de la paix, une initiative qui avait vu le jour, on s'en souvient, à Libreville au Gabon, c'était en novembre 2016. Il s'agissait d'adopter un chronogramme de l'initiative pour la paix. Le processus de cette initiative des réconciliations s'est rendu à sa deuxième phase, d'où la rencontre qui se tient en ce moment du côté de Bangui. Question de faire l'évaluation de la première phase et bien évidemment de se projeter vers la deuxième phase qui est ainsi lancée. Véronique Moudou. Maillon essentiel du dispositif mis en place par l'Union africaine, la Communauté des États de l'Afrique centrale et la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, le panel des facilitateurs pour la réconciliation et la paix en République centrafricaine, réuni à Bangui depuis 2 jours, a mis en place des mécanismes de suivi des parties prenantes centrafricaines afin de faciliter la recherche de consensus et de compromis. Il est question pour tous de se lever comme un seul homme pour dire stop, car pour évoluer, la paix est un impératif pour l'État centrafricain. Vous voulez faire la paix entre vous et instaurer un climat propice à l'évolution favorable de votre pays sur le plan démocratique, économique et social, c'est votre responsabilité. Notre apport, c'est quoi? C'est de faciliter les rencontres entre vous. C'est de vous offrir les cadres de vos discussions. Une étape nécessaire pour le respect de l'unité et de l'intégrité de la Centrafrique. Travailler d'arrache-pied à réunir les conditions techniques, logistiques, financières, de ressources humaines, de communication, de cartes complètes de tous les groupes qui portent les armes aujourd'hui sur l'ensemble du territoire. Et lorsque cette opération technique très complexe aura été terminée, nous allons entreprendre une vaste opération de contact sur le terrain. Rappelons que, depuis le retour à l'égalité constitutionnelle avec l'élection du président de la République, chef de l'État, professeur Faustin Archange Touadéra, la République centrafricaine s'est résolument engagée sur la voie du retour à la paix, la restauration de l'autorité de l'État, la réconciliation et la justice, le relèvement économique et la reconstruction du pays. Le Burundi est également à la recherche de la paix. Sur place à Bujumbura, on annonce qu'un leader de l'opposition aurait été enlevé, alors que Michel Kafando, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Burundi, a fait le déplacement de Brazzaville au Congo à la rencontre de Denis Sassou Nguesso. Cette opération vise à s'abreuver à l'expérience de Denis Sassou Nguesso en matière de résolution de crise, le Burundi étant déterminé à fermer les portes de l'insécurité, du désordre et naturellement de toutes les querelles politiques qui sont enregistrées. Sylvestre Messi. À la quête des solutions à la crise qui divise le peuple burundais, Michel Kafando, envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, est venu à Brazzaville consulter le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso, médiateur de nombreuses crises en Afrique. Je viens d'avoir des entretiens fructueux avec le président Sassou Nguesso, dont vous connaissez aussi le rôle dans la prise en charge du dossier libyen. J'avais donc besoin de le rencontrer, lui en parler un peu des efforts que j'ai commencé à mener pour l'apaisement de la crise. J'ai vraiment reçu de lui un certain nombre de conseils et de recommandations. Depuis la réélection contestée du président Pierre Nkurunziza en 2015, le Burundi est plongé dans une crise politique émaillée de nombreuses violences. L'ex-président burkinabé pense que le dialogue sera une issue favorable pour un retour à la paix. Notre action vise à faire en sorte que le gouvernement et les opposants, qui sont pour la plupart à l'étranger, se retrouvent, se concertent dans le cadre d'un dialogue bien compris. Parce que sans dialogue, il est certain que nous n'aurons pas d'avancée dans le dossier burundais. Mais je crois que le principe est acquis. Et justement, il appartient aux responsables africains, à commencer d'abord par les chefs d'État, de persuader les autorités burundaises que la seule solution pour ce dossier-là consiste d'abord
à respecter l'acte, ce que j'ai appelé la pierre angulaire, donc les accords d'Arusha, et deuxièmement, à aller systématiquement, délibérément, vers un dialogue entre Michel Kafando est l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la crise burundaise. Il fut président du côté du Burkina Faso. Nous restons cependant au Congo pour présenter Pierre Ngolo. C'est lui, le tout nouveau président du Sénat congolais, la chambre haute du Parlement. C'est lors de la plénière inaugurale d'hier qu'il a été élu. Et à la suite de cette élection, les membres du bureau du Sénat congolais ont également été installés. Jean-Pierre Noah. La rentrée parlementaire de la nouvelle chambre du Sénat vient de se tenir ici, dans la grande salle de conférence internationale du Palais des Congrès de Brazzaville. Première session inaugurale présidée par le bureau d'âge. L'ordre du jour portait sur l'élection des nouveaux membres du bureau et leur mise en place. Mais il fallait dans un premier temps procéder à la lecture du décret officiel de publication de la liste des sénateurs élus le 31 août 2017. Une lecture qui sera faite par le premier secrétaire du bureau d'âge. La doyenne va ensuite rappeler les postes à pouvoir pour le nouveau bureau du Sénat. 7 au total. Les sénateurs passeront ensuite dans l'urne déposer leur bulletin dans l'ordre et la quiétude. 70 ont effectivement voté. Au terme d'un dépouillement sans trop de suspense, Pierre Ngolo est largement élu à la tête de la chambre haute avec un score de 100%. Michel Maïnga et Alphonse Mboudoneza, quant à eux, sont élus au poste des premier et deuxième vice-présidents du Sénat. Pour le nouveau patron du Sénat congolais, un remerciement à vous, chers collègues sénateurs, pour votre confiance à ma personne qui me touche au plus profond de moi-même et que je n'ai guère le droit de décevoir. Mais une nouvelle mandature qui commence dans un contexte bien particulier, marqué par la crise économique. Le nouveau président du Sénat se veut quand même optimiste. La bonne intériorisation des contraintes de la conjoncture est une conditionnalité incontestable de l'accomplissement efficace de notre mandat. Priorité devant être donnée au Congo, notre patrimoine commun. Le bureau d'âge a donc rempli son rôle, celui d'installer le nouveau bureau du Sénat, mais il a également recommandé aux nouveaux venus beaucoup d'abnégation dans l'exercice de leurs fonctions. Restons dans les chambres parlementaires avec un tour du côté de la Côte d'Ivoire. Le président de l'Assemblée nationale, vous le savez, c'est Guillaume Soro, de plus en plus isolé après la mini-formation du gouvernement au mois d'août dernier. Et les pouvoirs donnés à Ahmed Bakayoko, est-il désormais seul? Guillaume Soro vient de recevoir le soutien de quelques jeunes qui viennent de créer une sorte d'amicale du président de l'Assemblée nationale. Anti-chambre politique, chambre politique ou parti politique qui questionne déjà l'avenir de Guillaume Soro. Va-t-il rester dans les rangs du RDR? Son absence lors du récent congrès de cette formation politique donnait déjà quelques indications. Mathieu Wamba. Les forces nouvelles de Côte d'Ivoire se mobilisent et créent une amicale pour soutenir Guillaume Soro. Cette amicale a vu le jour après le mini-remaniement ministériel d'août dernier qui positionnait l'ex-patron de l'Intérieur Ahmed Bakayoko au ministère de la Défense, alimentant sur le coup les commentaires sur le positionnement de ce dernier par Alassane Dramane Ouattara pour 2020. Une mise à l'écart du président de l'Assemblée nationale qui se sent de plus en plus lésé et bien qu'élu par le RDR à faire Kessédougou dans le Nord, songe déjà à une reconversion à partir d'une formation politique à même d'accompagner ses ambitions politiques. Un divorce consommé la semaine dernière par son absence au 3e congrès du parti d'Alassane Dramane Ouattara, par un communiqué dans lequel Soro avait expliqué sa non-présence par le fait qu'il n'y avait pas été invité. Les frustrés des forces nouvelles au RDR, dont Afoussiata Bamba, ex-ministre de la Communication, parlent d'unité retrouvée et veulent créer une force susceptible d'accompagner leur champion en 2020. La rupture se fait plus évidente avec l'activisme affiché d'Afoussiata Bamba, l'ex-porte-parole des forces nouvelles, qui se veut un élément fédérateur et rappelle aux ex-ministres des forces nouvelles au gouvernement leur histoire. L'on sait que les militants du Parti des Républicains voyaient d'un mauvais œil la présence de Soro Guillaume dans la liste des successeurs potentiels. L'ambition du patron des forces nouvelles à diriger le RDR au départ d'Ado s'envole donc avec la création de cette amicale des forces nouvelles. Ce qui démontre très clairement
la volonté des républicains de renier leur passé sulfureux avec l'ex-groupe rebelle. Y a-t-il un problème bêtis au Cameroun? C'est le thème du programme Arrêt majeur tout à l'heure à 21 h. Comme tous les mercredis soirs, le programme sera conduit par Parfait Haïssi et toi. Rendez-vous à ne pas manquer, surtout dans un contexte marqué par la nouvelle sortie des patriarches Betty Onabele Zibi est annoncé parmi les panélistes. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles au programme de votre chaîne de télévision. Bonne soirée à tous. Le grand format de l'actualité sur la télévision africaine. Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Bienvenue au journal à la une de cette édition. Semaine des martyrs lancée aujourd'hui au Cameroun avec manifestation à Yaoundé, Douala et même Boumniébel en la mémoire de Ruben Oumniobé assassiné un 13 septembre. L'Union des populations du Cameroun se mobilise avec l'annonce d'un congrès pour très bientôt, mais également l'annonce du rapatriement des restes d'Abel Kingé au cœur de cette célébration. Vous le verrez également du côté de Douala, on a parlé du nationalisme de Ruben Oumniobé, un nationalisme devenu panafricanisme. Nous serons au cœur de cette célébration des martyrs dans cette édition du 20h. Le Burundi est à la recherche de la paix alors que sur place au Bujumbura, on annonce l'enlèvement de quelques représentants de l'opposition. C'est du côté du Congo que le Burundi est en train de chercher les voies et moyens de sortie de crise. Michel Kafando était à Brazzaville à la rencontre d'Edith Sassou Nguesso pour solliciter l'expertise du président congolais. Il est l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies au Burundi. Et puis on ira à la découverte des visages du nouveau gouvernement du côté de la République centrafricaine, présenté en exclusivité hier soir sur Vision 4. Il est un peu plus grand, de 24 à 34 portefeuilles, un peu plus de femmes, 3 au total, l'une d'elles étant désormais détentrice du portefeuille de la défense. Mesdames, messieurs, voilà pour la vitrine du journal. À nouveau, bonsoir et bienvenue dans cette édition qui s'ouvre par la tristesse de cette famille. Cela fait 48 heures maintenant qu'ils n'ont pas revu le petit Borel, porté disparu depuis les pluies diluviennes de la nuit de lundi à mardi dernier, emporté par les eaux dans l'arrondissement de Yaoundé 5e. Les recherches jusque-là menées par les populations et par les sapeurs-pompiers n'ont rien donné. Quelques spécialistes en matière de recherche sont déjà présents à Yaoundé. Dans ce quartier, le quartier Mbala, Yaoundé 5, c'est un véritable drame que la famille vit depuis 48 heures maintenant. Edith Chaya. Derrière cette clôture, une famille meurtrie, inconsolable, anéantie. Depuis 2 jours, la famille Kéné attend le retour de Borel avec espoir, mais sans véritablement y croire. Le jour que l'enfant sortit, il ne devait plus revenir. J'ai attaché même avec la corde de Seigneur. Borel avait fini ses recherches de l'autre côté du quartier, mais coincé par la forte pluie de lundi soir. Sous ce pont de fortune, une énorme coulée d'eau a été fatale pour lui. On était là, on dialoguait avec l'enfant, secours, fais comme ça, il ne faut pas avoir peur, ne te noie pas. C'est là où, à un moment donné, on a lancé le bois. L'enfant voulait arrêter le bois, il est tombé dans l'eau directement. Il est parti jusqu'aujourd'hui, on ne le voit plus. 48 heures après le drame, aucune nouvelle, malgré les fouilles approximatives engagées par les jeunes du quartier pour retrouver leur ami. Borel avait 19 ans. Élève dans un collège voisin du quartier, il devait présenter son baccalauréat cette année. C'est la conséquence des pluies diluviennes et des inondations enregistrées dans la ville de Yaoundé il y a de cela quelques jours maintenant. Parlons de ces revendications qui viennent des peuples autochtones. La forêt n'appartient plus à ces peuples, la déforestation est très poussée et les droits sont pratiquement refusés à ces autochtones. Ils ont décidé de s'exprimer au cours d'une conférence de presse. C'était hier ici à Yaoundé. Ils présentent un tableau assez sombre marquant pauvreté et désolation. Gaël Ndiakam. Le constat est clair, les droits fonciers des peuples autochtones des forêts du Cameroun ne sont pas respectés au regard des diverses violations dont est victime cette communauté.
Des activités agro-industrielles à l'exploitation minière, en passant par la création d'aires protégées sur leurs terres ancestrales et les concessions forestières, ces peuples voient en cela un futur sans terre, sans vie et même sans culture. Et pourtant, le Cameroun a des engagements au niveau international, notamment la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Si les communautés autochtones ont leurs terres intégralement à elles, et que ces communautés peuvent jouir de toutes les ressources superposées sur ces terres, nos traditions, nos langues vont être conservées. Pour faire entendre leur voix et présenter leur doléance au gouvernement camerounais, l'association Okani, en collaboration avec la plateforme autochtone Babandi, ont donné une conférence de presse ce 12 septembre en vue de rendre publique la déclaration sur leurs droits fonciers. Les peuples autochtones des forêts, à travers cette initiative, demandent à l'État du Cameroun que leurs terres ancestrales soient reconnues et sécurisées par des titres collectifs de propriété, de même que celles qui ont déjà été accaparées par des tierces leur soient rétrocédées afin d'y exercer un droit de propriété collective pour les générations présentes et futures. Nous sommes vraiment convaincus que le travail qui vient d'être abattu, nous serons entendus au sein de notre plateforme. Cette conférence survient un jour avant le 10e anniversaire de l'adoption de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones qui se célèbre chaque 13 septembre. Souvenez-vous, il y a de cela une dizaine de jours maintenant, était retrouvé mort un homme au quartier Nkolondom, ici à Yaoundé. Son corps était pratiquement décapité. Les populations courroucées s'étaient laissées aller à de nombreuses déclarations, allant même jusqu'à indexer une personnalité, le célèbre artiste peintre Oteo, dans leurs différents propos. Une dizaine de jours plus tard, les enquêtes se poursuivent et de plus en plus, lumière commence à être faite dans cette affaire au quartier Nkolondom. Mais dans le cadre des premiers éléments de cette enquête, la probité morale de l'artiste Oteo semble inattaquable. Nathan Amougou. Monsieur le journaliste, je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé. Nkolondom, ce mercredi 13 septembre 2017, il est 15 h. Les populations vaquent librement à leurs occupations. Le calme, la sérénité et la lucidité sont de retour. Suite à l'événement tragique qui s'est passé dans cette banlieue de Yaoundé, à savoir la mort du nommé Motogo Timothée, il y a une dizaine de jours, une mort qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, pointant nommément du doigt Oteo. Les autorités traditionnelles de cette localité ont tenu à clarifier les choses. En tant que chef de village, c'est lui qui m'orientait. Comment se placer, donc il n'y a pas tellement de problèmes ici au village. C'est un gars très gentil, il est très gentil et très sympa même, mais je ne sais pas. Parlant d'Ondigui, Onana Théodore, certains de ses camarades d'école nous dressent fièrement son portrait psychologique. Théo est très courtois vis-à-vis de moi. Même la jeune génération pense ici ce qu'elle dit de ces créateurs des œuvres de l'esprit. Moi, particulièrement, je n'ai jamais eu de soupçons. Il sera érigé en mémoire de son nom. Et du côté de Bomiébel, on vous le disait, une importante délégation de l'Union des populations du Cameroun s'y est rendue, conduite par l'honorable Bapo Lipot. On comptait également les non-membres de l'Union des populations du Cameroun avec un vice-président de l'Assemblée nationale pour pose de gerbes de fleurs et autres cérémonies. Nous y reviendrons et puis on apprend justement autour de cette semaine des martyrs et la sortie de l'Union des populations du Cameroun qu'un congrès pourrait se tenir du 22 au 24 septembre prochain. Il est présenté comme un autre congrès unitaire. Cela a été dit au cours d'une conférence de presse donnée aujourd'hui à Yaoundé. Une conférence qui a également marqué une révélation importante. Le corps ou les restes d'Abel Kingé pourraient revenir au Cameroun, lui, on le sait, décédé du côté du Caire. Beaucoup d'autres belles annonces autour des martyrs. Norbert Ebodé. Événement historique et traditionnel, la célébration des martyrs par l'Union des populations du Cameroun cette année revêt une signification tout à fait particulière, aussi bien pour cette famille politique que biologique de certains héros nationaux. Le cas Abel Kingé, mort au Caire en Égypte en 1964 et dont les restes seront rapatriés au Cameroun après une procédure qui aura duré 7 bonnes années, annonce déjà les couleurs d'une réconciliation avec l'histoire du Cameroun.
fiers, nous sommes heureux que les autorités compétentes de l'État aient accepté le retour, le rapatriement de la dépouille d'Abel Kingé au Cameroun. Joseph Wambangakou, petit frère d'Abel Kingé, non initiateur avec l'UPC du courrier ayant conduit au rapatriement futur des restes du héros national, témoigne toute sa gratitude aux autorités camerounaises. Je profite de cette antenne, de ce micro, pour rendre un vibrant hommage à son excellent Paul Biya, président de la République, chef de l'État, pour son accord pour le rapatriement de la dépouille de notre frère. Malgré ses émotions fortes d'un retour à sa terre natale de celui-là qui aura marqué de son empreinte le parti nationaliste, l'on n'élude pas le devenir du parti. Devenir qui se conjugue avec la tenue prochaine du 7e congrès du parti avec un objectif bien ciblé. Je voudrais réaliser enfin un congrès exclusif. Comme vous le savez, au lendemain du congrès de 2014, il y a eu plusieurs secrétaires généraux, dont certains autoproclamés. Mais depuis, nous travaillons pour qu'au sortir du congrès de 2017, l'UPC ait une seule et même direction. La semaine des martyrs, lancée ce 13 septembre, court jusqu'au 20 prochain, avec plusieurs activités dans les différentes sections du parti historique. Parlons économie à présent avec une question. Où en est-on avec le projet PKE 2017? C'est une initiative de l'Agence des normes de la qualité qui permet de contrôler tous les produits avant importation. Elles doivent, ces produits, respecter les normes. Ceci permet de sécuriser le marché camerounais, mais également de lutter contre la concurrence déloyale qui cause des dégâts énormes dans les revenus des importateurs. Une évaluation s'est donc tenue aujourd'hui à Yaoundé entre experts camerounais et étrangers. Mathieu Wamba. Les spécialistes du ministère du Commerce, du ministère de l'Industrie et du Développement technologique de la Nord se sont donné rendez-vous pour débattre sur le projet de marquage des produits importés et soumis aux législateurs camerounais. L'objectif du PKE est de procéder à l'évaluation de la conformité des produits dans les pays d'exportation, c'est-à-dire avant leur mise sur le marché local. Il s'agissait d'harmoniser les vues pour un meilleur suivi de la norme pour les produits au départ, mais aussi à l'arrivée où l'on note une concurrence déloyale faite aux productions locales. Une évaluation avant embarquement des produits à envoyer à l'export. Il faut donc un contrôle qui aboutirait à un marquage, tant le Cameroun et l'Afrique doivent toujours se soumettre au marché extérieur, ceux de l'Union européenne, des AGOA et même des États-Unis d'Amérique. Avec l'évasion de notre marché par des produits asiatiques, quelle est la démarche à suivre? Le Cameroun a opté que le PKE ne concernait que les produits pour lesquels les normes sont d'application obligatoire. Vous comprendrez aisément qu'il y a tout un pan de produits qui ne font pas l'objet du PKE et pour lequel nous courons le risque d'avoir les produits de mauvaise qualité qui se retrouvent dans notre pays. Même si des milliers d'attestations de conformité ont été attribuées, il reste à être vigilant pour protéger et préserver la norme camerounaise et la qualité. Réforme sur la qualité des pays d'importation pour s'arrimer aux normes locales. Une mesure de réciprocité qui vient assainir le marché camerounais en proie ces derniers temps à une invasion massive de produits de mauvaise qualité. Le Cameroun, avec le projet PKE, s'est appesanti sur les projets halieutiques qui font débat avec le lac Tilapia, ce phénomène qui fait débat sur le continent et partout dans le monde. Un poisson infesté venu de Chine et de Thaïlande et qui est interdit sur plusieurs marchés de la CEDEAO. Plusieurs autres produits ont été énumérés et étiquetés dont le riz, l'huile, les pâtes alimentaires, le lait, les produits alimentaires de base qui font débat sur les marchés locaux. Non loin de la propriété intellectuelle, non loin de là, on parle également de la propriété intellectuelle pour être un peu plus clair. C'était la 18e journée aujourd'hui consacrée justement aux technologies, à la propriété intellectuelle. Il s'agissait pour les initiatives aujourd'hui d'encourager les créateurs à protéger et à exploiter leurs œuvres. C'est en tout cas l'un des objectifs majeurs de cette mobilisation en ce 13 septembre. L'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, par exemple,
exemple, subventionne à 80% l'obtention des brevets d'invention dès la première année. La célébration de cette journée a été marquée de ce côté par des conférences-débats autour du thème propriété intellectuelle et emploi des jeunes. Quelques jeunes créateurs, d'ailleurs, faisaient partie du panel. L'actualité internationale, c'est la formation de ce gouvernement du côté de la République centrafricaine. Vous l'avez découvert en exclusivité hier soir sur les antennes de votre chaîne de télévision. Faustin Archange Touadéra, le président centrafricain, a pensé un peu plus grand. Il est parti de 24 à 34 portefeuilles, une dizaine de plus. Un peu plus de femmes, même si on ne totalisera finalement que 3. L'une d'entre elles est ministre de la Défense. Sephora Anga pour le décryptage. De 23 membres depuis avril 2016, l'équipe compte désormais 34 ministres avec le nouveau département. Simplice Mathieu Sarandi garde son fauteuil du chef du gouvernement. Marie-Noël Koyara reprend le commande du ministère de la Défense nationale, poste qu'elle avait déjà occupé pendant la transition politique. Charles. Parce que ça a été un monsieur qui a toujours eu à regrouper les gens, non seulement dans le cadre sportif, culturel. Les hommes de l'esprit d'Omdigona Théodore ne sont pas toujours à la portée du premier venu. Quand moi je travaillais au Mont-Febé, il est venu livrer les tableaux qui servaient pour l'embellissement des chambres. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il faisait un tableau à 1 million de francs. Othéo, artiste pluridimensionnel, a fait montre de son ingéniosité au-delà de nos frontières. Avec 4 œuvres exposées permanemment au musée du Vatican, l'un des artistes africains qui a vendu ces 5 dernières années une œuvre d'art de moins de 1 mètre à plus de 10 millions. Il a dans son escarcelle une vingtaine de distinctions de par le monde. À force de travail et de recherche, il a réussi à s'approprier la technique de l'obom. Cette page triste de son histoire est désormais entre les mains des experts, car l'affaire de Motogo a été dessaisie des mains de la gendarmerie pour la DRPJ, où la police scientifique mène efficacement ses enquêtes. Retenons que dans cette affaire d'homicide, force sera la loi. Et comme vous le savez, nous sommes le 13 septembre, c'est une journée de souvenir. La mort de Ruben Oumniobé par assassinat. Plusieurs manifestations ont été enregistrées aujourd'hui et qui coïncident avec le lancement de la semaine des martyrs qui va s'achever le 20 septembre prochain. À Yaoundé, l'Union des populations du Cameroun s'est mobilisée. À Douala, on a également parlé Oumniobé en termes de chantre du nationalisme, lui qui aura mené tous les combats pour obtenir l'indépendance du Cameroun. C'est un engagement qui fera désormais école. La jeune génération voudrait d'ailleurs partager cette philosophie aujourd'hui à travers la doctrine un peu plus élargie de panafricanisme. Maria Ligui. 13 septembre 1958, 13 septembre 2017. 59 ans se sont écoulés depuis la disparition tragique de Ruben Oumniobé, l'Mpondol, au porte-parole du nationalisme camerounais. En 1957, on a l'Mpondol Ruben Oumniobé qui a refusé de travailler sous la botte des colons. Parce qu'on lui a dit, voilà, accepte de devenir le chef de l'État camerounais. Sous 2 conditions, tu dissous le nationalisme, tu défends les intérêts des colons. Et on fait de toi le grand roi Bassa. Si tu l'acceptes, tu es le président. C'est Thomas Mongo qui était le négociateur à cette époque-là. S'il avait été nombriliste, comme beaucoup le sont aujourd'hui, où il pense rien que moi, il serait roi aujourd'hui au Cameroun. Il a dit non, le Cameroun d'abord. Après Oumniobé, plusieurs mouvements nationalistes ont vu le jour au Cameroun, malgré la démotivation de la jeunesse dans les affaires politiques. Leur vision actuelle est de promouvoir l'unité et la solidarité au niveau continental à travers le panafricanisme. Hier, on parlait du nationalisme. Aujourd'hui, on parle davantage du panafricanisme. Je crois que si Oumniobé lui-même était encore en vie, il serait en train de... Aucune école, à aucun niveau, n'est-ce pas, tout ce qui a été fait par l'UPC il y a 60 ans, nulle part. Et je crois que c'est l'obstacle majeur à mon avis parce que la construction des attitudes se fait aussi sur la base de l'histoire.
Rappelons que chaque année, des activités de commémoration sont organisées à travers le pays. Un avenue porte le nom de Oumniobé à Douala et bientôt un monument